Lucas s'est engagé alors qu'il s'engouffre jusqu'au bout, jusqu'à ses limites. Les couloirs de l'Institut sont toujours aussi bondés et Lucas y navigue à vue. Ses pas l'acheminent vers la salle d'entraînement, la chambre hypoxique, où l'attend Wedelsborg. Il n'est pas franchement préparé à ces tests malgré ses précédentes ascensions, mais il y va, pour la nouveauté comme pour la promesse d'engagement. Lucas pousse la porte vitrée de la chambre, salue machinalement son professeur et nouvellement entraîneur, puis referme derrière lui de sorte que la pièce soit étanche, telle que le lui a indiqué l'universitaire. Ce dernier lui explique dans les grandes lignes de quoi il va s'agir. Simuler une altitude entre 3000 et 8000 mètres, moins ou plus, soustraire de la pièce des molécules d'oxygène et forcer l'organisme à réagir, lancer des productions hormonales anormalement supérieures et augmenter ainsi le nombre de globules rouges. Et puis optimiser l'organisme en le faisant travailler pendant les phases de repos. Et quoi encore ? Stimuler la production électrique neuronale et tester les limites. Les limites de production, de stress, de récupération. Globalement, une adaptation psychophysiologique à ce qui attend Lucas. Wedelsborg le prévient qu'ils vont opérer par phase. Et bien que la sensation de suffocation soit inévitable, elle s'atténuera très vite. Il jette un œil au retour des analyses de sang dont le taux d'hémoglobine est anormalement bas. Il suggère à son testeur d'augmenter l'apport en fer dans les prochains jours. Le jeune alpiniste grimpe sur le tapis roulant qu'il programme sur 8 km/h, la vitesse d'une marche rapide. Wedelsborg lui colle des électrodes sur le torse et le crâne et s'installe dans une cabine adjacente d'où il observe le sujet et les comptes rendus en direct. Lucas entame sa marche silencieuse à vitesse moyenne, puis il l'augmente dans l'intervalle de la première minute, au terme de laquelle le scientifique fait une première analyse de l'oxygène présent dans la pièce. Il en déduit automatiquement le volume consommé par son testeur, dans la norme. Ce dernier maintient le rythme des 8 km/h sans difficulté apparente. Il prend même l'initiative d'augmenter à 10 km/h et se concentre sur ce qu'il ressent. À commencer par ses jambes, qui le quittent. Il pensait qu'elles seraient lourdes, à tort. Elles ne sont plus. Mais pas dans le sens d'une mécanique automatique, comme de celle qui se met en place après un temps de course en conditions normales. Celle qui plonge le corps dans un état de légèreté, celle par qui le mouvement devient libre et s'entraîne seul et entraîne le reste du corps. Aujourd'hui, l'effort demandé sous oxygène réduit pèse. Et si Lucas ne sent plus ses jambes, c'est bien qu'elles sont autonomes. Autonomes, mais plus motrices. Toute l'énergie se concentre dans les entrailles, jusqu'à se réduire autour du plexus. Combien de temps se donne-t-il encore ? Déjà 3 minutes. Pas possible, pense-t-il. Seulement 3 minutes et je suis déjà dans cet état. Il décide de pousser la machine, la sienne, plus loin, au moins jusque dans ses derniers retranchements. Le biophysicien qu'il tient à vue sort de sa cabine. N'approchez pas vos limites aujourd'hui, la progression sera plus facile si vous procédez par paliers. Wedelsborg est réputé être à l'écoute. Pas du genre jovial ni empathique, mais capable de disponibilité pour ses étudiants sitôt qu'ils le sollicitent. Lucas ne l'avait pas encore expérimenté sous cet angle aussi catégorique, et il hésite un instant entre sa propre volonté et l'autorité de son tuteur. Les gouttes de sueur perlent sur son front. Il jette un œil au chronomètre. 4 minutes 30. Il suffoque, comme prévu, mais il repousse. Sensation de nausée. Si ce n'est pas son professeur, c'est son propre corps qui lui dit maintenant « stop ». Wedelsborg, statique, jauge son jeune testeur sans commentaire. 5 minutes, arrêt immédiat du chrono qui ralentit dans la foulée le défilement du tapis. Lucas s'appuie sur les barres latérales, les avant-bras comme seul organe encore apte à le soutenir. Il cherche sa respiration. Le professeur le rejoint aussitôt pour le faire respirer dans le masque oxymètre. Son taux de saturation en oxygène dans le sang n'est qu'à 60%, trop peu. En cause, la raréfaction forcée de l'oxygène dans la pièce, à l'évidence, mais additionné à un taux initial d'hémoglobine trop faible. Wedelsborg suggère à son étudiant de respirer à fond. « Je vous laisse récupérer », lui fait-il, une serviette éponge tendue au bout du bras. « On se retrouve tout à l'heure au laboratoire de Fabien. »
Le jeune homme est maintenant sous la douche. Il profite de cette pluie artificielle pour se laver la conscience et éliminer le superflu, les doutes et un certain malaise. Celui de se demander où il a mis les pieds, par exemple. Mais le projet, ou plutôt les projets, sont attrayants, solides et semble-t-il parfaitement encadrés. Ça ira, se répète-t-il plusieurs fois. L'eau coule sur ses bras et conduit les poils qui les couvrent en une nappe brune sombre et mouvante selon le courant. Il presse la peau entre ses doigts comme pour sentir une dernière fois son corps étranger. C'est crétin. Comment pourrait-il sentir ses capteurs hors de toute échelle de perception humaine? Et le processus, c'est quoi au fait? Un pliage aussi. Il se passe la main sur le visage, se frotte les yeux, puis élimine la pluie devant le front, vers le haut du crâne, avant de se frictionner d'une solution antibactérienne et de reprendre une activité presque normale. Stylet blanc dans le flot sombre du personnel de l'Institut, Lucas sort à son tour pour se rendre au labo génétique, revêtu de la combinaison à usage unique qui lui a été fournie. Il longe le jardin clos, par la galerie périphérique et vitrée, de laquelle il perçoit en vis-à-vis le laboratoire du généticien. Il marche, tête baissée, se dirige en fonction des pieds qui surgissent dans son champ de vision, bifurque à droite, repart à gauche mécaniquement. Il relève la tête à ce qu'il croit être mi-parcours et s'aperçoit qu'il est allé trop loin. Un tour pour rien. Il continue de frôler des portes, toutes identiques. Une d'entre elles est gravée. Laboratoire de biophysique, professeur Wedelsborg. Il frappe, attend. Pas de réponse. Frappe plus fort. Toujours rien. Il entre. Une femme arrive dans l'enceinte peu après lui, vêtue à usage unique, comme lui. Elle le salue et se présente. C'est elle qui effectuera l'appariement. Lucas profite de cette interlude pour la questionner sur le mode opératoire. Rien de plus simple, une solution aqueuse contenant les capteurs. Ils s'installeront automatiquement, sans autre intervention, l'affaire de 2-3 minutes. Et d'ici un quart d'heure, il pourra se rendre au laboratoire de Fabian pour vérifier l'implémentation. La porte coulisse surgit Wedelsborg. Fait improbable, il lui sourit et l'interroge sur sa récupération. Lucas s'en fiche dans l'absolu, mais dans la relative, il est tout de même attentif à cette valeur ajoutée. Sa récupération. Bonne, puisqu'il est parvenu jusqu'au laboratoire, seul. Sérieusement, il lui avoue être lui-même surpris de sa rapidité de récupération et surpris de ce test hypoxique aussi, qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Il est prêt à recommencer. L'expérience l'intéresse. Wedelsborg l'écoute et lui confirme la réitération prochaine du test qu'il faut considérer dorénavant comme un entraînement. Asseyez-vous là si vous voulez bien. Lucas s'installe dans un fauteuil incliné, lève la manche jusqu'au-dessus du coude et s'égare vaguement ailleurs dans l'objectif de se détendre. Wedelsborg arrive à sa hauteur mais lui rabaisse brutalement la manche. L'étudiant braque dans sa direction et l'assistante lui appose alors une fiole derrière l'oreille, du même style que celle de Luciana. Il laisse échapper sa surprise, dévisage Wedelsborg, puis se détend aussi vite, en soufflant. Restez allongé et bougez au minimum dans les prochaines 5 minutes. Je vous avertirai quand vous pouvez regagner le labospin. Est-ce que vous avez froid? Un peu, oui. L'assistante saisit une couverture sur un siège à proximité qu'elle lui déplie sur l'ensemble du corps, et Lucas respire une nouvelle fois profondément en fermant les yeux. Elle range discrètement son matériel dans une trousse, quitte sans bruit le laboratoire, emmenant avec elle les ustensiles, flacons et fioles vides, tandis que le professeur reporte à l'ordinateur la date et l'heure de l'injection. Le silence submerge la pièce, qui plonge Lucas dans son fort intérieur, plutôt mis à mal ces derniers temps. Il préfère s'échapper vers la suite du projet en se disant que son référent, plongé dans ses dossiers, ne devrait pas tarder à le sortir de son silence pour la suite des essais. Mais le temps est toujours trop long dès qu'il y manque un objectif. La sensation de froid s'estompe et se permute en fatigue. Il attend, pense à son prof, toujours affairé à son bureau. Il se laisse envahir par le sommeil et parvient à faire le vide, à ne penser plus à rien d'autre qu'à son corps. Il sonde le vide pour se soustraire aussi à la sensation de fourmillement qui l'envahit progressivement et superficiellement, tout comme une certaine inquiétude. Que fait-il à la longue? Oh, tant pis, il en a assez.
Le jeune cobaye décide de revenir de lui-même à la réalité. Il écarte la couverture, se relève et entame quelques pas vers la sortie. Le professeur a juste le temps de se jeter sur lui et de lui saisir le bras que Lucas vacille sur ses jambes. Il lui enchâsse alors la cage thoracique et s'en retourne l'asseoir là où il était. Attendez un instant. Du tiroir de son bureau, le professeur extrait un sachet qu'il lui tend. Lucas le saisit machinalement, le déchire et en avale le contenu. « C'est bon ? Vous êtes prêts ?» L'homme attrape son étudiant par l'avant-bras et l'aide à se relever. Il ne le lâchera pas de toute la route. Et les deux silhouettes laissent dans leur sillage l'image d'un fugitif sous contrôle venant de subir un interrogatoire. Mais très vite, Lucas se réapproprie ses membres, retrouve un semblant de dignité, même si son tuteur se défend de le lâcher tant qu'il n'est pas de nouveau en position assise. Les portes du laboratoire de Fabian s'ouvrent à leur approche. Les deux hommes pénètrent l'enceinte, la porte se referme sur leur passage et la galerie reprend son cours habituel au flux ininterrompu des universitaires et du personnel. « Bon retour parmi nous, monsieur Georges », le chahute gentiment Fabian, tandis que Wedelsborg l'accompagne jusqu'au plus proche fauteuil. « Dites-moi, que contenait le sachet ?»« Un mélange de sucre et de protéines. Aucune substance, ne craignez rien. »« Je crains rien, je suis curieux. » « Et donc, vous vous sentez prêt pour la suite ?»« Tout dépend. Si c'est pour être transpercé sans préavis, pas vraiment. »« Non, les interventions sont terminées pour aujourd'hui. Et il ne nous reste qu'un contrôle en échantillonneur. » L'échantillonneur. Une sorte de laboratoire dans le laboratoire. Une longue cabine, prévue pour accueillir plusieurs personnes simultanément. Lucas s'y tiendra immobile le temps d'observer l'implantation, disons l'implémentation pour être précis, des capteurs sur ces cellules d'ADN. Ils vérifieront si l'encodage ne présente aucune irrégularité et en parallèle, ils s'assureront que les fonctions vitales du jeune testeur ne sont pas altérées. Il est testeur certes, pour ne pas dire cobaye, il est jeune, en pleine forme, mais pas que. On compte aussi sur sa jeunesse pour emmener la toile le plus loin possible dans le temps. Il ne faut pas qu'il défaille, il ne faut pas qu'il s'absente. Il faut tout faire pour qu'il intègre définitivement l'Institut. Des promesses, c'est facile. Ce qu'il est un peu moins, c'est l'oubli de sa vie d'avant, faire table rase et se mettre en situation de terrain vierge. D'après Fabian, cette procédure ne devrait durer pas plus d'un quart d'heure. Lucas esquisse un sourire sur cette parole rassurante. Qu'est-ce qu'un quart d'heure dans une vie après tout ? Qu'est-ce qu'un petit quart d'heure au regard de tous ces quarts d'heure enchaînés dans lesquels il vient d'être baladé ? Qu'est-ce qu'un autre quart d'heure dans le noir le plus complet ? De la rigolade. Dommage, ironise-t-il, il y aurait bien emmené la saga Millennium. C'est Verbruge qui a conservé les échantillons, je ne sais pas ce qu'elle en a fait, précise Lucas. C'est pas important, reprend Fabien. Toutes les options de programmation se sont avérées concluantes. On peut se lancer maintenant, nous sommes prêts. On n'attend plus que l'accord d'SDA pour la coalition et on y va. Le jeune testeur est galvanisé par l'expérience et l'importance que revêtent ces essais pour le fédéral et pour toute la coalition Nord. À ses yeux, un tel défi collectif n'a pas de prix, ne serait-ce que pour sa propre postérité. Il a fait le choix de vouer une confiance aveugle à l'équipe scientifique. Du reste, comment pourrait-il douter d'elle du haut de ses 20 ans ? Être adoubé par le superviseur de la surveillance a valeur d'un sceau héraldique qu'il se figure déjà tatoué à vie sur le torse. En attendant de se figurer, il configure le potentiel des capteurs, la viabilité des connexions synaptiques, ajuste les valeurs sur son potentiel personnel sous l'œil expert et bienveillant de ses deux référents. Il se prépare à l'ultime contrôle en échantillonneur qui préfigure sa prochaine ascension. Lucas est encore chevelu et barbu à l'heure qu'il est, mais les capteurs vont rapidement s'occuper du système pileux en prévision de la toile à venir. Il faut assurer un contact maximal entre la peau organique et la toile technologique. La programmation de l'ADN est ainsi faite, sans cas par cas, qu'il y ait toile ou pas. Le cas Lucas n'échappe pas à la règle. Il est d'ailleurs le seul sujet à qui l'on n'attribue pas de toile de protection, ainsi va le protocole. Les propriétés isothermiques étant, si l'on peut dire, naturellement assurées par son propre ADN plié. Quant à son aspect physique, il s'en contrefiche. Seul le projet compte, le reste est secondaire. De toute façon, il a déjà dû faire quelques coupes franches autour de lui,
de ses amis qui ne le comprennent plus et de sa petite amie qui l'a quitté quelques mois avant qu'il ne s'engage dans l'étude. Elle avait profité d'une proposition de la coalition Sud pour elle aussi partir en études, loin, très loin, de l'autre côté, ce qui lui offrait toute latitude pour lui aussi s'en aller loin, très loin. Il s'était d'ailleurs donné carte blanche jusqu'à son retour, et si on pouvait toutefois envisager un retour. Entendu, c'était une manière pudique de diluer les affres d'une rupture inévitable. Ainsi, tout ce qui se passerait dorénavant serait pour lui, et ce qui adviendrait serait neuf et sans regret. Elle poursuivait des études en communication. Sa thèse mettait en synergie programmation neuronale et programmation informatique. Et de ce point de vue, si douloureuse lui fut la séparation, il devait reconnaître que la vie lui donnait une vraie chance de pouvoir continuer le projet, sans être confronté au malaise de devoir cacher ses activités. Elle était relativement directive à son encontre, et il craignait d'être acculé, de faire ne serait-ce qu'un lapsus et de s'en vouloir, parce qu'il se serait senti obligé d'expliquer. Telle était leur relation. Il la regretterait à bien des égards. Tant pis, la vie en avait décidé ainsi. Fabian active son écran, mais l'arrivée de Wedelsborg désactive automatiquement la surbrillance des caractères que Fabian réactive à nouveau de son code personnel. Le généticien fait une apparition pour les dernières vérifications techniques et matérielles. Tout est question de process d'après les deux chercheurs. C'est ainsi qu'ils ont été formés, à l'ancienne, et ils aiment encore se référer à leur propre méthode. L'un comme l'autre sont face à leur écran et doivent faire face à une masse d'informations qui défilent sous leurs yeux. Ils récupèrent et partagent celles envoyées par Lucas afin de mettre en lumière sa démographie thermogénétique. Ils surveillent d'un côté les points de faiblesse à conforter, comme les extrémités corporelles moins graisseuses ou moins servies en neurotransmetteurs. Et de l'autre côté, ils vérifient l'équilibre de la répartition des capteurs en vue d'une protection et d'une production énergétique maximale. Lucas aimerait un peu plus d'explications. Qu'à cela ne tienne, il les lui donne. Les capteurs se substituent aux synapses électriques de ces organes et viennent en complément du système de neurotransmetteurs chimiques dominant. Comme les synapses électriques sont rares dans le système nerveux humain, il faut augmenter le potentiel de flux d'informations neuronales en complétant le réseau principal. Et si Lucas doit se soumettre à des conditions extrêmes, c'est qu'elles serviront à activer le phénomène naturel de thermogénèse via le métabolisme et permettre ainsi de décupler sa propre production d'énergie. Quant au pliage de l'ADN des cellules épidermiques, celui dont le motif a été établi avec Claire et Luciana, il renforcera la masse cellulaire, là où la graisse fait défaut et où les points de faiblesse peuvent apparaître comme de réels talons d'Achille. Ce pliage doit d'abord et avant tout assurer la transmission énergétique entre les points de production électrique de son corps et tous les points de contact environnementaux, là où la toile sera présente comme récepteur externe. Fabian lui demande s'ils ont été clairs. Il semblerait que oui. Ils libèrent alors tous deux leur nouveau trinôme, lui promettant que le meilleur est à venir, et Casia s'occupe très vite de revaloriser son nouveau statut, à hauteur de son engagement et la responsabilité que cela implique. Fabian profite de cette fin de session pour prendre lui aussi congé. Dans le quart d'heure qui suit, un message fait irruption à l'écran de Wedelsborg. Entre guillemets, tout me semble correct, on lance les essais, et s'engage alors un échange effréné avec Fabian. Faut les court-circuiter, pas le temps, se fier aux prévisions de nos calculs. Sûr ? SDA pousse dans ce sens, trop de pression fédérale. La coalition australe avance trop vite sur le terrain de la désinformation. Un des réseaux du système didactique est déjà plombé par leur hacker. Faut créer un réseau factice, un cheval de Troie ? Pas le temps, sauvegarde des données sur le réseau surveillance. Un cas de piratage ? Pas possible. Tout est possible. On crée un réseau de 3. Et le cheval ? Wedelsborg déboule dans le laboratoire de Fabian. Pas tout à fait sûr d'avoir tout compris. Il vient chercher confirmation. La porte se referme sur son passage, tout comme la lumière sur l'écran de Fabian. Ta connexion est interrompue. Fabian confirme. Le biophysicien se détend et enchaîne sur ce qui pose question. Tu peux développer sur le cas Lucas, le cheval de Troie ? En fait, il faudrait intégrer à ces capteurs une fonction déviant le flot d'informations des hackers, tout en leur fournissant le code source qu'ils veulent atteindre. On abandonne ceux de la sécurité sanitaire et de la géolocalisation, c'est ça ?
Pas forcément, on peut jouer avec ces deux données de telle sorte que le porteur soit perçu comme cible. Paramétrer des capteurs pour qu'ils deviennent cibles, si tu veux, on sait faire. Ce qu'on ne sait pas faire en revanche, c'est définir précisément la cible. Ça devient plus complexe. Il va falloir faire en sorte qu'elle ne paraisse ni énorme ni insignifiante. C'est exactement ça, va falloir jouer finement et frapper juste. On n'aura de toute façon droit qu'à un seul essai. Les deux hommes se taisent. Fabian fait pivoter son fauteuil en balancier, un quart de tour à gauche, un quart à droite. Wedelsborg oscille dans la pièce, les mains jointes dans le dos puis jointes contre le bas du visage. Lucas leur pose un réel problème. Ou plutôt non, les hackers leur posent un sérieux problème. Est-ce qu'on peut avoir un diagnostic de leur attaque, poursuit Fabian, qu'on puisse établir une carte précise de toutes leurs cibles et faire ressortir le point névralgique, le code source central? On va perdre trop de temps. Et on en perdra autant si on chante cette phase. On n'a le droit qu'à un seul essai, je te rappelle. Si on rate, c'est eux qui ne nous rateront pas. Écoute, voilà ce que je te propose. Tu te charges de faire patienter SDA. Tu lui fournis des informations sur le projet Cheval de Troie. De mon côté, je demande à Lucas un historique des alertes, avec la cartographie des cibles comme des sources. Qu'il puisse les géolocaliser et en parallèle décrypter leur code source. En gros, tu lui demandes de programmer son autodestruction. Qui te parle de destruction, c'est pas parce qu'il est cible qu'il sera touché. Wedelsborg laisse échapper une brève expression d'incrédulité qu'il reformule sur un autre terrain. Bon, et Lucas, justement, comment va-t-il prendre ce changement brutal de plan? Bien, puisqu'il est prêt à s'investir, tout se passera bien tant qu'il ne sera pas au courant de ce projet. Le biophysicien, sourcils froncés, réfléchit encore un instant. À ce moment-là, je te laisse le soin de mettre en place sur sa base de données une boucle entre le code source qu'il aura trouvé et le code cible de ses capteurs. Fabian acquiesce malgré lui. Tant qu'il s'agit de magnétisme atomique, ça peut être rapide, je suis dans mon champ de compétences. Mais si on doit construire un nouveau projet d'information quantique, je suis pas inquiet. Lucas est jeune, il en sait largement plus que toute l'équipe réunie. Ben, c'est bien ce qui m'inquiète justement. Laisse venir, on a toujours une marge de manœuvre.